On va commencer. Donc bonjour tout le monde et bienvenue. Nous sommes très heureux de faire ce soir, de tenir ce soir cette réunion publique commune du NPA et de Révolution Permanente, car nous pensons que tout dans la situation aujourd'hui pousse à ce que les révolutionnaires discutent ensemble, que nous prenions ensemble la mesure de la situation, de la folle fuite en avant du capitalisme, de plus en plus prédateur qui se survit qu'en intensifiant l'exploitation, en plongeant toute la société dans une concurrence généralisée, une concurrence qui est à la fois commerciale, économique et de plus en plus militaire. Et chacun voit bien aujourd'hui, face à la guerre, l'urgence qu'il y ait une opposition internationaliste, révolutionnaire qui se constitue. Alors, dans cette société qui répand l'arriération, qui se hérisse de barbelés et de murs, qui tente de faire se dresser les peuples et les travailleurs les uns contre les autres, nous opposons la solidarité internationale des travailleurs. Nous pensons que pour faire face à une telle urgence, les militants révolutionnaires, que nous soyons dans une organisation ou une autre, et que nous soyons organisés ou non organisés, car beaucoup de militants révolutionnaires aujourd'hui ne sont pas forcément dans une organisation parce qu'ils n'ont pas envie de choisir entre l'une ou l'autre, nous pensons que nous avons besoin d'échanger, de confronter nos façons de voir, de comprendre les transformations du monde en cours pour en dégager des perspectives pour le monde du travail, les exploiter, l'ensemble des opprimés et des perspectives qui soient profondément internationalistes. C'est dans cet objectif que nous avons proposé non seulement à nos camarades de RP avec qui nous organisons la soirée ensemble, mais aussi aux camarades de lutte ouvrière, au POID et bien sûr au NPA de Philippe Poutou, d'organiser ensemble ce débat. Nous regrettons qu'il n'y ait pas eu de réponse du côté de Philippe Poutou, que les camarades de lutte ouvrière aient décliné, ainsi que les camarades du POID au final, même si un certain nombre de militants sont quand même là ce soir pour discuter. Alors nous espérons que ce meeting qui sera une première étape du nécessaire débat que nous devons mener, car la situation elle nous donne à tous des responsabilités. Ça ne signifie pas gommer les différences qu'il y a entre nous, les différences d'analyse, voire les oppositions parfois qui peuvent exister, mais la question qui se pose à nous toutes et à nous tous, c'est en quoi nous pouvons être utiles, nous les révolutionnaires, aux luttes de la jeunesse, des travailleurs, des opprimés, pour changer ce monde de plus en plus réactionnaire. Alors ça va être l'objet des interventions qui vont suivre. Alors, je vais vous présenter dans l'ordre Christine Hérault, qui est élue municipale à Senon et militante syndicale. Ariane Anemoyanis, qui est militante RP et militante au point levé à Paris 1. Laurent Delage, qui est militant syndical CGT à la Monnaie et militant du NPA. Et Petra Lou, militante Révolution Permanente et point levé à Bordeaux. Donc, pour animer cette soirée, nous sommes deux hospitalières, Marie-Laure Charchard à côté de moi, qui est militante à Révolution Permanente et également secrétaire générale du syndicat CGT de la blanchisserie au CHU, et moi-même militante au NPA et militante à Sud Santé Sociaux. Et donc de suite, je passe la parole à Christine Hérault, je crois que ce micro marche. Donc bonsoir à toutes et tous. Nous nous réjouissons bien sûr de la tenue de ce meeting unitaire de solidarité internationaliste contre la guerre et de nous y retrouver assez nombreuses et nombreux. Il est d'autant plus important pour nous de faire entendre ensemble notre voix, celle des révolutionnaires, mais aussi de toutes celles et ceux qui s'opposent à la guerre, au nationalisme et qui veulent changer le monde, qu'en Europe même se déroule depuis maintenant 19 mois le drame de la guerre en Ukraine. Une guerre qui a déjà fait 500 000 morts et blessés parmi les soldats russes et ukrainiens, sans compter les populations civiles qui subissent quotidiennement les bombardements, les destructions, les crimes de guerre, les déplacements et l'exil pour plus de 8 millions d'entre eux. Cette guerre de tranchées, qui est une véritable boucherie,
qu'on peut comparer à la guerre des tranchées de 1914, s'éternise et va durer, les dirigeants des deux camps ne voulant aucun compromis, pas plus le tyran Poutine qui joue son pouvoir que Zelensky, sous la pression de sa droite ultranationaliste fascisante et sous la pression de Biden et des puissances occidentales coalisées dans l'OTAN, dont la France, qui lui fournissent les armes et le matériel militaire. Des dizaines de milliards d'armements qui permettent à Biden et à ses alliés de mener cette guerre par procuration, le peuple ukrainien leur servant de chair à canon. Alors oui, le tyran Poutine est l'agresseur et le responsable de la barbarie, des crimes et des dévastations commis sur le territoire ukrainien, mais Biden et ses alliés de l'OTAN en partagent la responsabilité. Ce sont eux qui, depuis l'effondrement et le démantèlement de l'URSS en 1991, ont cherché à s'approprier les restes de ce qu'on appelait le classique soviétique, à les arracher à l'influence de la Russie en les intégrant à l'OTAN, le bras armé des USA en Europe contre le communisme et l'URSS durant la guerre froide, mais que les Américains ont maintenu après la fin de l'URSS. Et après 1991, 12 des anciens pays de l'Est ont ainsi été intégrés à l'OTAN. Mais la ligne rouge a été franchie pour Poutine quand les puissances occidentales ont voulu intégrer l'Ukraine à l'OTAN, et ce dès 2008. En 2014, après la révolte de Maïdan qui a fait tomber le régime du président pro-russe Yanukovych, Poutine a occupé puis annexé la Crimée et poussé à la création des républiques pro-russes du Donbass à l'est de l'Ukraine, au prix d'une guerre qui n'a jamais cessé depuis 2014 et dont les populations payent depuis toutes ces années le prix fort des morts, des destructions et des privations. La folie de Poutine et sa volonté de garder la main mise sur l'Ukraine s'est heurtée à l'expansionnisme de l'OTAN et du camp occidental et a abouti à l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes le 24 février 2020. Depuis, Zelensky, qui est ami des oligarques et à la tête d'un des États les plus corrompus au monde et qui a fait allégeance à Biden, mène cette guerre au nom de la liberté du peuple ukrainien avec les moyens de la puissance militaire et stratégique des États-Unis. L'armée ukrainienne est non seulement équipée de pied en cap et entraînée par les pays occidentaux, mais elle est également commandée par un état-major issu des services spéciaux du Pentagone. Macron, serviteur aussi des multinationales et allié de Biden, est aux avant-postes de cette guerre, même s'il n'en est pas le principal fournisseur. Il a livré plusieurs dizaines de canons César et des chars dernier cri à l'infanterie de marine ukrainienne. Des contingents militaires français sont présents en Estonie, en Lituanie et en Roumanie pour les opérations dites de renforcement du flanc oriental de l'OTAN. Toute la propagande des dirigeants occidentaux qui inondent les journaux et les plateaux télé cherche à justifier cette guerre. Elle est présentée comme une guerre de libération du peuple ukrainien, une guerre entre la seule Russie et l'État ukrainien, isolé de son contexte international et de cette offensive belliciste des USA pour maintenir leur domination sur le monde. Leurs mensonges servent à essayer de nous enrôler dans une union nationale derrière Macron, comme si nos intérêts étaient les mêmes, et malheureusement sans aucune voix discordante, y compris dans les rangs de la gauche institutionnelle jusqu'à la NUPES, dont les députés à l'Assemblée n'ont pas contesté le vote de milliards pour l'armée et pour les marchands de canons de la loi de programmation militaire qui a été votée en juin dernier. Les peuples ukrainiens et russes, tout comme ici les travailleuses, les travailleurs et la jeunesse, n'ont aucun intérêt à cette guerre. Nous ne devons lui apporter aucun soutien. Notre solidarité avec les peuples d'Ukraine et de Russie doit d'abord consister à dénoncer tous les mensonges et l'idéologie nationaliste de nos dirigeants va-t-en-guerre, de nous en affranchir pour défendre les idées internationalistes, la fraternisation entre les peuples, qui est la seule issue à la guerre. Ni Biden,
ni Zelensky, ni Poutine. Le seul moyen d'arrêter cette guerre, c'est que les travailleurs, les travailleuses, la jeunesse, les peuples refusent d'être la chair à canon des capitalistes, oligarques ou multinationales, assoiffés de pouvoir, de richesse, de profit. La paix en Ukraine ne peut venir que de la lutte du peuple russe et du peuple ukrainien pour renverser leur gouvernement d'oligarques et mettre en place leur propre pouvoir pour instaurer une fédération socialiste des États russes et ukrainiens. Et nous-mêmes ici, les travailleurs, les jeunes révoltés par la guerre et le fléau du capitalisme, nous avons à lutter contre nos propres dirigeants va-t-en-guerre, car comme disait le révolutionnaire socialiste allemand Karl Liebknecht au début de la Première Guerre mondiale, l'ennemi principal est dans notre propre pays. Pour changer ce monde, construire un nouvel ordre social, un monde sans frontières, fondé sur la coopération des travailleurs et des peuples. La guerre en Ukraine est loin d'être une guerre locale. Elle s'inscrit dans le contexte mondial de l'offensive des États-Unis pour maintenir leur domination sur le monde. Un monde qui a été profondément bouleversé par le développement du capitalisme mondialisé. Le monde bipolaire de l'après-guerre, celui de la guerre froide, qui était structuré par les deux blocs américains et soviétiques, a disparu après le démantèlement de l'URSS en 1991. Il a laissé la place au monde d'aujourd'hui, un monde multipolaire dont plus aucune puissance n'est en mesure d'assurer l'ordre, un monde dans lequel l'hégémonie américaine est contestée par les nouvelles puissances émergentes que sont la Chine, l'Inde, la Russie, l'Iran, la Turquie, le Brésil et quelques autres. Les vieilles puissances impérialistes et les nouveaux pays capitalistes émergents se mènent une concurrence d'autant plus acharnée avec l'aggravation brutale de la crise du capitalisme mondialisé après 2008 et qui ne réalise plus ses profits qu'en surexploitant le travail, les ressources des peuples et de la planète. Fondamentalement, c'est cette lutte des capitalistes et des multinationales pour l'accaparement des richesses, la mainmise sur les ressources minières en énergie et agricole qui entraîne la guerre et les guerres. C'est le capitalisme qui, comme le disait Jean Jaurès au début du XXe siècle, porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. La lutte des États-Unis pour leur hégémonie et pour permettre à leurs multinationales d'accaparer la part du lion dans le pillage du travail des peuples et de la nature est un facteur permanent d'instabilité, de tension, de conflit et de guerre. Taïwan et la Chine sont dans la ligne de mire de Biden, qui a déclaré que les États-Unis interviendraient si la Chine, son principal rival, déclenchait une invasion de l'île. Et il utilise la guerre en Ukraine pour ses alliances, les consolider, dans l'objectif de construire une coalition avec ses alliés dans cet objectif. La France, elle, mène ses guerres sur le continent africain pour protéger les intérêts des Total Energy, Orano, Ex-Areva et autres multinationales françaises en Afrique subsaharienne, au prix de fortes tensions et menaces d'embrasement guerrier, comme quand elle a soutenu la menace d'intervention armée de la coalition d'États africains, la CEDEAO, contre le coup d'État au Niger, avant d'être contrainte de rapatrier son ambassadeur et d'y retirer ses troupes. Les rivalités entre puissances exacerbent les nationalismes et les prétentions territoriales qui éclatent dans des conflits armés, comme on vient de le voir dernièrement avec l'intervention de l'Azerbaïdjan sur le Haut-Karabakh et ses conséquences dramatiques pour les 50 000 familles d'origine arménienne forcées de tout abandonner et de quitter la région, ou dernièrement celle de milices armées serbes au Kosovo, où l'OTAN maintient toujours des troupes depuis la guerre de Yougoslavie en 1992. Dans cette escalade belliciste à l'échelle de la planète,
les travailleurs, les travailleuses, la jeunesse, les peuples sont bel et bien confrontés à la menace d'une généralisation de la guerre. Le militarisme est devenu la politique du capital et des États qui le servent, l'arme de la guerre commerciale. Le capitalisme mondialisé, financiarisé est devenu une mondialisation armée. Tous les États se réarment, les budgets militaires explosent. Macron va faire payer ici aux travailleurs et aux classes populaires 413 milliards de budget pour les 7 ans à venir, un effort historique, a-t-il dit, en augmentation de 40%. Un détournement massif des richesses produites par les travailleurs et les peuples pour les préparatifs de guerre des classes dominantes, concurrentes et rivales. Nous n'y avons aucun intérêt, pas un sou ne doit aller à l'armée et aux marchands de canons. La logique de guerre du capitalisme n'a rien d'inévitable, d'inéluctable, bien au contraire, parce que c'est la logique de sa faillite, de son incapacité à répondre aux besoins de l'humanité. Le pourrissement du capitalisme est responsable des drames qui frappent l'humanité, drames économiques, sociaux, écologiques, le drame des travailleurs et des travailleuses migrants. Mais partout sur la planète, il suscite la contestation, des soulèvements qui ouvrent la voie aux révolutions à venir et à un nouvel ordre social mondial socialiste, communiste, basé sur la coopération internationale des peuples et de la jeunesse du monde, les seuls capables de donner vie aux droits des peuples, à la démocratie et à la paix. C'est la perspective de la construction de ce nouveau monde sans frontières et sans guerre, de coopération entre les peuples, le combat internationaliste que nous vous invitons toutes et tous à rejoindre avec les révolutionnaires. Vous m'entendez bien ? Oui. Ok. Oui, moi c'est Ariane, militante à Révolution Permanente et au Point Levé. Je suis très contente d'être avec vous ce soir pour qu'on échange sur ces coordonnées de rentrée politique et pour qu'on s'arme pour faire non seulement de cette année une année de lutte, mais surtout de victoire pour notre camp. Parce que ce mois de septembre, je pense que ça ne vous aura pas échappé, ça a été encore une fois un mois à l'image d'un système en décomposition qui n'a à offrir pour les jeunes générations que misère et barbarie. En l'espace de quelques jours, il y a eu plusieurs milliers de personnes qui ont débarqué sur l'île italienne de Lampedusa en espérant pouvoir se construire une vie meilleure en Europe. Ils ont été parqués dans des camps à ciel ouvert, ils ont été encerclés par la police et il y a même une enfant qui est morte noyée après une charge policière. Et face à ce drame, les différents gouvernements européens, ils ont fait ce qu'ils font à chaque fois, se renvoyer la balle pour essayer d'accueillir le moins de migrants possible. Mais derrière ces conflits diplomatiques, ils s'accordent sur l'essentiel, réprimer toujours plus et renforcer les frontières. Parce que ce soit le gouvernement d'extrême droite de Meloni en Italie, celui de Scholz en Allemagne ou celui de Borne en France, ils sont tous autant responsables de la mort de 2000 personnes en mer Méditerranée depuis janvier 2023. L'Europe forteresse, elle tue quand elle construit des prisons à ciel ouvert, quand elle externalise ses frontières au désert tuniso-libyen et quand elle déploie des brigades pushbacks qui harcèlent, rackettent et repoussent les migrants, en allant même jusqu'à refuser de secourir les bateaux à la dérive en mer Méditerranée. Mais l'Europe, elle tue aussi quand elle exploite et quand elle fait des travailleurs sans papier une main-d'œuvre précaire, mal payée, docile, pour combler les pénuries du patronat dans les secteurs les plus difficiles du monde du travail. Ces mêmes personnes migrantes qui, après avoir fui les gardes-côtes et les chiens de la douane, deviennent la chair à patron dans les grands chantiers du Grand Paris, qui crèvent de la canicule dans les vignes et dans les champs, ou qui se détruisent la santé en faisant la plonge dans les restos ou le ménage pour les grandes sous-traitances. Et face à ça, la gauche réformiste, elle signait il y a quelques semaines une tribune dans Libération qui encourage le gouvernement
à régulariser pour 1 an seulement les travailleurs sans papier des métiers en tension. En faisant ça, cette gauche réformiste, elle s'adapte totalement à la tradition réactionnaire de l'immigration choisie qui subordonne toujours plus la vie des travailleurs aux intérêts du patronat avant de pouvoir les expulser évidemment plus facilement du territoire une fois qu'ils ont perdu leur travail. Et c'est pour ça qu'à Révolution permanente et au point levé, on pense qu'il y a urgence à rompre avec cette gauche qui encourage le tri raciste des migrants en fonction de leur qualification professionnelle, qui revendique le maintien des frontières qui tuent et qui défend la liberté de circulation uniquement quand ça bénéficie aux Occidentaux. Nous, on ne cessera jamais assez de le répéter. À bas les frontières, à bas les cras et régularisation de tous les sans-papiers sans aucune condition. Parce que face à l'intensification des politiques anti-migrants et au discours réactionnaire de l'extrême droite qui parle d'envahissement et de submersion du continent européen, ça nous paraît important de rappeler que les seuls envahisseurs, c'est les impérialistes qui pillent l'Afrique. C'est Bolloré qui déforeste le Cameroun, c'est Total qui s'accapare les terres en Ouganda pour construire un pipeline chauffant, c'est Orano qui détruit les sols du Niger pour exploiter l'uranium. Et c'est pour ça que je voulais profiter de ce meeting pour envoyer toute notre solidarité au peuple africain qui, au Mali, au Niger et au Sénégal, rêve de se défaire de décennies d'oppression française et de pillage. En tant qu'internationaliste, il n'y a qu'un seul mot d'ordre à revendiquer, celui du départ des multinationales d'Afrique, mais aussi de toutes les troupes de l'État français qui contrôlent et protègent l'accaparement des ressources. Et de Niamey à Paris, on le dit et on le redit, à bas la France-Afrique et à bas l'impérialisme français. Et ce combat anti-impérialiste, c'est aussi un combat de tout notre camp. Parce que ceux qui sèment la misère là-bas, c'est ceux qui nous précarisent ici. À la rentrée de septembre, les classes populaires, elles doivent faire face à 11% d'inflation alimentaire, elles doivent payer 2 € leur litre d'essence et des fournitures scolaires toujours plus à des prix exorbitants. Et les médias, ils traitent ce phénomène comme si c'était un fait divers et comme s'il n'y avait pas de responsable, alors qu'au même moment où ça devient tellement cher de vivre qu'une personne sur 3 elle est obligée de sauter un repas par jour, le patronat de l'agroalimentaire, lui, il tape ses meilleurs profits depuis des décennies. C'est les mêmes qui dînaient à Versailles en compagnie du roi d'Angleterre pour 6 millions d'euros d'argent public, quelques mois seulement après que Macron il nous ait dit, à nous les étudiants précaires, qu'il n'y avait pas d'argent public pour généraliser le repas, d'argent magique pour généraliser le repas à 1 € du Crous et pour faire face à la précarité étudiante. Et face à ça, des travailleurs, ils montrent l'exemple en faisant grève pour exiger des augmentations de salaire et des meilleures conditions de travail. Dans plusieurs Emmaüs dans le Nord, à Lidl à Nantes, chez Honnête au CHU de Montpellier, par leur lutte, ils sont en train de démentir encore une fois le discours sceptique de l'intersyndicale qui justifiait sa stratégie de journée d'action isolée en expliquant que les travailleurs précaires ne peuvent pas faire grève. Et pour aller au bout et pour gagner, il faut rompre avec la stratégie de dialogue social boîte par boîte des directions syndicales. Parce qu'en vrai, c'est une insulte de négocier 2 à 3% quand de l'autre côté de l'océan Atlantique, les travailleurs états-uniens ils sont en train de s'organiser par milliers en assemblée générale pour voter la grève et arracher des augmentations de salaire à coût de 40 ou 50% d'augmentation. On ne doit pas se contenter de miettes, ni se contenter de survivre, ni accepter que même manger devienne un luxe. Pour améliorer ici et maintenant nos conditions de vie, on doit s'attaquer à leurs profits et revendiquer ensemble l'indexation des salaires et des minima sociaux sur l'inflation et leur augmentation de minimum 400 € pour toutes et tous. Cette bataille pour vivre et pas survivre, elle ne va pas se faire sans résistance du grand patronat. Et c'est pas pour rien qu'au même moment où les classes populaires sont en train de se faire précariser, le gouvernement est en train de mener une offensive sans précédent islamophobe et sécuritaire. Déjà après le mouvement des retraites, l'État avait montré des dents pour mettre un coup de pression à tous ceux qui lui avaient tenu tête. Et à Bordeaux, c'est allé de la garde à vue des énergéticiens à la perquisition d'étudiants qui a été accusés d'avoir participé à l'occupation du campus de la Victoire. Ensuite, pendant l'été, c'est les jeunes des quartiers populaires qui ont été pris pour cible. 45 000 policiers, la BRI, le RAID, le GIGN, mobilisés dans tout le pays pendant 4 nuits pour écraser la colère de cette jeunesse
qui étaient humiliés au quotidien par la police, méprisés à l'école, asphyxiés par l'inflation et qui désormais est en train de se lever pour se venger d'années de violence et revendiquer le droit à une vie digne. Et aujourd'hui, entre les annonces de la généralisation du SNU et l'interdiction du port de la baya, le gouvernement, il espère juste mettre au pas toute une génération qui se radicalise. En fait, cette offensive autoritaire, ça n'est que le reflet d'un pouvoir qui a abandonné la possibilité de nous convaincre d'un monde pourri et qui cherche aujourd'hui à diviser et terroriser par peur de tout perdre. Parce qu'à Nanterre ou à Niamey, qu'on scande Macron démission, justice pour Naël ou France dégage, c'est la même colère contre un régime pourrissant qui s'exprime. Et c'est pour ça que nous, contrairement à la gauche institutionnelle, qui du Parti socialiste au Parti communiste a refusé de manifester le 23 contre les violences policières, on était dans la rue partout en France pour marteler que le problème, ça n'est pas le racisme dans la police, mais le racisme de la police, pour revendiquer l'amnistie de tous les révoltés, pour rappeler que trop couvert ou pas assez, c'est aux femmes de décider, et pour dire que oui, à RP et au point levé, tout le monde déteste la police. Sur ces questions, c'est précisément se donner les moyens de repasser à l'offensive en évitant la fragmentation de notre camp. Parce que quand on voit l'accélération de la crise écologique, la crise économique qui plonge des millions de personnes dans la misère, l'armement des puissances capitalistes, c'est évident qu'il n'y a plus de temps à perdre et que c'est dès maintenant qu'on doit agir pour changer notre avenir. Mais pour ça, il faut qu'on s'oppose clairement aux prophètes de la défaite qui, en plein mouvement historique contre la réforme des retraites, faisait déjà l'inspection des travaux finis en disant que c'était pas possible de gagner et qu'il n'y avait pas assez la vapeur. Ce sont les mêmes qui, après le passage en force de Macron à l'Assemblée nationale à 49.3 et après que l'État ait déployé ses brigades antiterroristes pour terroriser les jeunes de banlieue, sont en train de nous dire aujourd'hui, par la voix des numéros 1 de la CFDT et de la CGT, qu'il n'y a aucune revanche à prendre contre ce gouvernement. Et nous, ici, on est là pour dire tout le contraire. Que non seulement on veut un match retour sur les retraites, mais qu'on veut aller beaucoup plus loin que ça et leur reprendre tout ce qu'ils nous ont pris, sur nos salaires, sur nos conditions de travail et sur l'avenir des futures générations. Et nous, ce soir, on veut vous inviter à faire de cette année un véritable cauchemar des classes dominantes, en préparant dès maintenant non seulement des journées isolées de dates de mobilisation, mais surtout un vrai plan de bataille pour briser les genoux de ceux qui n'ont cessé de nous attaquer, nous mépriser et nous silencier. Il faut que par la force de la classe ouvrière, des classes populaires et de la jeunesse, depuis nos lieux de travail et d'études, on fasse en sorte que ceux d'en haut, ils tremblent en se rappelant cet hymne de la Commune de Paris qui dit « Égard à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront ». Bon. Donc Laurent du NPA. Alors, comme on l'a écrit dans la fiche du meeting, nous sommes aujourd'hui face à une guerre sociale contre l'ensemble des travailleurs qui mène à une explosion des inégalités. La première cause, évidemment, c'est cette inflation qui dévore les salaires, les pensions et les allocations. Et Borne, elle a eu beau nous expliquer en juin qu'on avait passé le pic de l'inflation. C'est clair que la rentrée prouve tout l'inverse. Le pétrole s'envole à nouveau, avec un prix de carburant 25% plus cher qu'il y a 2 ans. Les tarifs réglementés de l'électricité viennent d'augmenter de 10% au 1er août, après avoir été augmentés de 15% au 1er février. Quant à l'alimentation, UFC Que Choisir expliquait cet été que se nourrir aujourd'hui revenait 25% plus cher qu'au 1er janvier 2022. Alors c'est une situation intenable, en particulier pour les 9 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté. Les banques alimentaires, elles ont complètement explosé. On a vu il y a quelques temps qu'elles ont accueilli 2,4 millions de personnes en 2022 contre 820 000 en 2011, avec de plus en plus de retraités, de jeunes, de travailleurs. Des chiffres qui ont plus que triplé en 10 ans. Alors face à ça, vous avez pu voir, les plus riches ont sorti le carnet de chèques pour soutenir les Restos du Cœur, 10 millions pour la famille de Bernard Arnault, 5 millions pour Total Énergie,
mais aussi Carrefour, les Mousquetaires, le groupe Altis. Bref, une aumône pour ces capitalistes, alors que les bénéfices du CAC 40 n'en finissent pas de grimper et de battre des records. Avec 80 milliards d'euros pour le seul premier semestre de 2023, ils ont quand même réussi à faire encore 10% de plus que l'an dernier. Alors le gouvernement nous rabâche que ces bénéfices records sont une bonne nouvelle pour toute la société. Mais justement, c'est l'inverse. C'est cette politique, justement au service des profits, qui appauvrit l'immense majorité de la population. D'abord avec l'inflation, qui conduit finalement à un immense transfert de richesse entre les travailleurs et le capital. L'inflation, ce n'est pas une catastrophe naturelle, quelque chose de mystérieux contre laquelle on ne peut rien. Elle est aujourd'hui alimentée par les marges grandissantes des groupes capitalistes, de la grande distribution, de l'énergie, de l'agroalimentaire, qui aggrave d'ailleurs encore plus ce chaos de la concurrence acharnée des multinationales pour capter la moindre parcelle de profit. Mais face à cette situation, pas question pour le gouvernement de s'en prendre aux premiers responsables. Borne, elle a dû remballer son projet de vente à perte de carburant devant le tollé des patrons et de la grande distribution, Total Énergie, pour qui il est hors de question de dépenser, de perdre de l'argent. Et Macron a tout juste avancé, lundi, il a juste avancé de 2 mois la date de clôture des négociations sur les prix entre industriels de l'agroalimentaire et grande distribution. Bref, des tractations qui de toute façon ne changeront rien, qu'elles soient avancées ou pas, puisque déjà le patron de Système U, lui, prévient en disant que les prix dans l'alimentaire ne reviendront pas au niveau d'avant-guerre. Alors tout ce qu'ils mettent sur la table, c'est ce chèque de 100 €, et encore, pour ceux qui travaillent, dit Macron, bref, des miettes qui montrent qu'en même temps, qu'il y a une véritable trouille du gouvernement devant la colère sociale. Parce qu'après 6 mois de lutte contre les retraites, c'est clair que la révolte de la jeunesse, la révolte aussi dans les quartiers populaires, tout ça montre que la situation n'a rien d'apaisé. Alors en plus de l'inflation, l'offensive des classes dominantes, elle se traduit par une véritable régression sociale pour les classes populaires. Les services publics, les hôpitaux, les écoles, la protection sociale sont à l'abandon, alors que l'argent public sert à alimenter la pompe à profit. La dette de l'État, cet été, elle a franchi les 3 000 milliards. Mais elle est creusée avant tout par une seule chose, c'est-à-dire cette politique de défense des profits, quoi qu'il en coûte. Si on fait les comptes, c'est en gros 54 milliards pour le plan France 2030, qui va profiter là aussi aux patrons automobiles et à tous les autres. 413 milliards pour l'armement, pour Dassault et les autres aussi. Depuis 2017, Macron a réduit de 30 milliards par an les impôts des entreprises. Et puis, dernièrement, on apprend que les exonérations de cotisations patronales devraient atteindre 88 milliards cette année. Elles ont plus que triplé en 10 ans. Un pognon de dingue qui va droit aux actionnaires. Et pour payer la dette, par contre, le gouvernement, il tape sur les classes populaires avec un budget 2024 et un premier 49.3 prévoyant une diminution de 3,5 milliards des dépenses de santé, comme de l'ensemble des budgets sociaux, et la disparition des rares mesures contre la flambée des prix de l'énergie. Cet été, le gouvernement a même annoncé qu'il voulait ponctionner 12 milliards dans les caisses de l'UNEDIC, jusqu'en 2026, alors que d'ailleurs la dette du régime est de 60 milliards. Et le tout avec une démagogie anti-chômeurs, crasse, alimentée en plus par la surenchère de la droite. Tous aujourd'hui stigmatisent les 2 millions de bénéficiaires du RSA à qui ils veulent imposer 15 à 20 heures de travail gratuit hebdomadaire. Tout est bon pour dénoncer les plus pauvres et les plus précaires. Parce qu'en effet, cette régression sociale, elle se double d'une offensive réactionnaire destinée à dominer les cerveaux par le nationalisme, la xénophobie et à dresser les travailleurs les uns contre les autres. Une politique des classes dominantes pour garder leur pouvoir et leurs privilèges alors que la colère s'approfondit contre leur système. Alors, je ne redis pas ce que disaient d'ailleurs les camarades. Dès la rentrée, Attal a donné le ton avec l'interdiction des abayas. Et Macron en a même rajouté, allant jusqu'à faire l'amalgame avec l'assassinat de Samuel Paty. C'est à la fois une politique raciste, mais aussi une imposture. La laïcité qui définit l'indépendance de l'État envers les religions et les églises
vient justifier l'intervention de l'État, de sa police, de ses tribunaux pour réglementer les choix individuels. Sans rien à redire d'ailleurs sur le financement de l'école privée catholique par l'État ou sur la participation de Macron à la messe du pape. C'est une politique raciste qui vise et stigmatise les musulmans, mais aussi tous les travailleurs, toute la population. Et c'est bien la même chose qui se met en place avec la question des migrants, où on a vu la droite et l'extrême droite se déchaîner suite à la crise, à l'afflux de migrants à Lampedusa. Et Le Pen est même allé faire campagne aux côtés de Salvini en Italie, le même qui déclarait, je cite, « Cette vague migratoire est un acte de guerre ». Alors c'est une politique reprise aujourd'hui par Darmanin qui affirme, qui a de suite d'ailleurs affirmé que la France n'accueillera pas de migrants présents à Lampedusa. Mais Macron ne dit pas autre chose quand il reprend les mots de Rocard. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde pour justifier un renforcement de l'Europe forteresse qui déporte aujourd'hui ses frontières en Afrique en y sous-traitant la répression contre les migrants. Alors lui et Darmanin font du Le Pen. Ils veulent prendre la tête du bloc réactionnaire sur le fond d'une politique belliciste pour le compte des capitalistes. Ils voudraient nous entraîner dans leur guerre des civilisations au nom de l'Occident et de l'Union nationale. L'an dernier déjà, Macron appelait à payer le prix de la liberté, tout en annonçant la fin de l'abondance. Et bien cette année, lors de la rentrée, l'Union nationale, elle a pris aussi un visage très concret quand à Saint-Denis, tous les partis institutionnels de la NUPES-ORN ont soutenu unanimement la position du gouvernement sur l'Ukraine. Oui, nous devons combattre cette union nationale, partie intégrante de l'offensive des capitalistes actuels contre l'ensemble des travailleurs, avec ou sans papier. Alors face à cette offensive, comment préparer la riposte et l'affrontement face à Macron et à tous ses commanditaires? Alors après la lutte inédite contre la réforme des retraites, les directions syndicales, on voit bien qu'elles reprennent leur routine du dialogue social. Elles appellent au 13 octobre à une journée contre l'austérité, effectivement avec la CFDT qui veut même pas de revanche, et sans même un appel à la grève, et tous d'ailleurs se préparent à participer à la farce de la conférence sociale sur les branches en dessous du SMIC. Alors on le sait tous, il n'y a rien à attendre de ce dialogue social, comme du Parlement et des institutions. Ces derniers mois de lutte contre la défense des retraites, pour les salaires, contre l'exploitation de la terre, contre la répression, ont fait prendre conscience à nombre de travailleurs et de jeunes de la nécessité de rompre avec les appareils et les cadres institutionnels, politiques et syndicaux, de prendre nos affaires en main pour diriger nous-mêmes nos luttes et demain la société. Eh bien, c'est cette conscience qu'il nous faut continuer à faire vivre et développer dans nos AG de lutte, dans nos collectifs, nos interpros, parmi les équipes syndicales pour les luttes à venir, en opposant à l'effondrement économique capitaliste et à la guerre la perspective du contrôle démocratique des salariés sur la marge de la société. Face à l'inflation, oui, il faut imposer des augmentations de salaire de 400 € comme leur indexation sur les prix. Mais cela ne pourra passer que par le contrôle sur la marge des entreprises, par les travailleurs eux-mêmes, c'est-à-dire par la remise en cause du droit des capitalistes de faire ce qu'ils veulent, en particulier de décider des salaires, de décider des prix, dans le seul intérêt des actionnaires. La lutte pour les salaires et contre l'inflation, c'est une lutte politique contre le système, indissociable de la lutte contre l'explosion de la précarité, contre le saccage des services publics, contre l'offensive réactionnaire des classes dominantes et contre la guerre. Alors pour l'ensemble du mouvement révolutionnaire, comme pour tous ceux qui se sont battus ces derniers mois et qui ne veulent pas tourner la page, oui, nous avons effectivement des responsabilités nouvelles. Oui, face à la guerre sociale que nous mènent les capitalistes, face à ce front des patriotes et des nationalistes, eh ben, il faut qu'on construise ce front internationaliste et de la solidarité de classe.
Bonjour à toutes et tous. Donc moi c'est Petra, je suis militante à Révolution Permanente. Comme tout le monde ici, je suis très fière d'être à cette tribune et contente de voir d'ailleurs de nombreux jeunes dans la salle. Et c'est précisément sur les défis qu'on a devant nous en tant que jeunes sur lesquels je voulais revenir dans mon intervention. La guerre en Ukraine est d'une importance capitale pour notre génération. C'est l'éclatement du mythe d'une Europe qui est garante de la paix. Aujourd'hui, on a une guerre aux portes de l'Europe qui, pour la première fois depuis des décennies, remet au centre la question d'un conflit interétatique de haute intensité. Cette guerre, c'est pas seulement l'affaire d'un fou qui a envahi un territoire, elle est celle d'une dynamique inexorable du capitalisme à engendrer des tensions géopolitiques qui débouchent toujours sur des conflits. Et c'est pour ça que nous sommes la jeunesse qui refuse d'avaler le récit de la bourgeoisie d'une guerre qui serait celle des démocraties contre la dictature, un récit hypocrite lorsqu'on voit les multiples crimes de guerre de pays occidentaux ou encore de l'OTAN à travers le globe, leur rôle dans le conflit actuel et la militarisation dans le monde entier. Pour nous, c'est clair, cette guerre elle est réactionnaire et aucun des camps n'a de perspective progressiste à apporter. On fait des nôtres les mots d'ordre, ni Poutine, ni OTAN, ni Zelensky qui a un bat-en-guerre au service des États-Unis, mais au soutien aux travailleurs et la population ukrainienne et russe qui sont ceux qui payent le prix de cette guerre. Éviter cette barbarie retombe sur les épaules des travailleurs, de leur capacité à s'organiser et à adopter une politique en indépendance de classe et révolutionnaire face au plan réactionnaire des bourgeoisies nationales et impérialistes. Cette course à la guerre et au réarmement se traduit en France par des politiques autoritaires et répressives, en essayant de mettre la jeunesse au pas dans un esprit national et patriotique, notamment avec l'annonce récente de la généralisation du SNU. Cet été, le soulèvement de la jeunesse des quartiers populaires face à l'ignoble meurtre du jeune Naël par la police a mis en lumière les conditions de tout un secteur de la population qui n'a que le travail précaire, le chômage, sans aucune perspective d'avenir, en plus de subir au quotidien le racisme d'État et le harcèlement policier. Encore une fois, le gouvernement a répondu par une déferlante répressive de grande envergure, avec plus de 1700 condamnations de prison ferme pour 4000 arrestations, avec de nombreux blessés comme Eddy, victime d'un tir de LBD, puis d'un violent lynchage par la BAC, ou encore un mort à Marseille, Mohamed, après un tir de LBD au niveau du thorax. Après l'interdiction du port de la baya, le gouvernement s'attaque encore une fois à la jeunesse, et plus à proprement parler aux jeunes femmes. Et dans la continuité des offensives islamophobes menées ces dernières années, cette politique elle s'inscrit en réalité dans un agenda réactionnaire qui se pioche directement dans le programme de l'extrême droite. Loin d'une diversion, comme on peut l'entendre dans la bouche de différentes organisations politiques, il s'agit d'une attaque dont l'objectif est de diviser notre classe. La loi immigration, qui veut faciliter les procédures d'expulsion et la traque aux migrants, s'inscrit aussi dans cette logique. C'est à ce titre que j'en profite d'ailleurs pour apporter tout notre soutien à Shenaya, qui est lycéenne à Magendie, et sa famille, qui sont menacées et qui ont reçu une obligation de quitter le territoire français depuis plusieurs semaines. Elle est dans la salle d'ailleurs, et donc j'invite tout le monde à l'applaudir. On exige la régularisation de tous les sans-papiers. Mais il faut le dire clairement, ces offensives, en réalité, sont une réponse au mouvement historique contre la réforme des retraites, où la jeunesse s'est mobilisée aux côtés des travailleurs en refusant de perdre sa vie à la gagner. Et c'est de cette jonction dont le gouvernement est aujourd'hui effrayé et qu'il cherche à empêcher en divisant notre classe. Dans ce contexte, difficile de parler de la jeunesse sans parler du contexte d'inflation généralisée qui amène à un appauvrissement des travailleurs et des secteurs populaires. Vous l'avez sûrement tous vu dans la presse dans cette rentrée, la crise du logement est tellement énorme que des étudiants louent des places de camping et dorment dans des tentes, dans des bungalows. On parle de 250 000 étudiants qui commençaient leur rentrée sans avoir aucune solution de logement. Et quand on a la chance d'en avoir un, que ce soit au Crous ou dans le privé, il ne faut pas avoir peur de vivre dans l'insalubrité aux côtés des cafards et des punaises de lit. Avec une inflation qui continue de grimper, un étudiant sur deux saute des repas pour finir ses fins de mois. Les banques alimentaires elles sont débordées et des milliers de jeunes font les queues
pour avoir des colis alimentaires. Travailler pour survivre au détriment de ses études, voilà ce à quoi la majorité des étudiants font face aujourd'hui, les condamnant à des conditions de vie et un avenir de plus en plus précaire. Il faut voir que tout l'argent qu'on met en plus à chaque augmentation de prix va directement dans les poches du patronat. Ces derniers mois, les entreprises du CAC 40 enregistrent et engrangent des marges records et qui n'ont jamais été vues. Ils profitent consciemment de l'inflation pour augmenter leurs profits directement en nous appauvrissant. Pourquoi cela ne pourrait-il pas servir à financer par un impôt progressif sur les grandes fortunes, un revenu étudiant à hauteur du SMIC et imposer l'augmentation de 400 € sur les salaires indexés sur l'inflation? D'autre part, ce contexte de crise et ces conditions de précarité, en réalité, elles renforcent les attaques envers les secteurs les plus précaires et les plus opprimés, comme les attaques envers les femmes et les minorités de genre. On le voit avec toute une vague réactionnaire à l'échelle internationale, avec un phénomène émergent de l'extrême droite qui ne fait qu'avancer et remettre en cause nos droits les plus élémentaires. Que ce soit aux États-Unis avec l'arrêt Roe v. Wade et qui aujourd'hui interdit l'avortement dans près de la moitié du pays, le gouvernement italien qui s'en prend aux couples lesbiens, ou encore en Hongrie et ses multiples attaques envers les minorités de genre. Et c'est pas pour rien qu'on a vu émerger une vague de mobilisation dans laquelle la jeunesse a été un protagoniste central, comme les luttes contre les violences sexistes et sexuelles, pour le climat, contre le racisme d'État, les violences policières en France et partout dans le monde. On est aussi la jeunesse qui se joint en mobilisation de la résistance palestinienne contre l'apartheid de l'État sioniste, mais aussi pour la libération de Georges Abdallah, militant libanais pour la cause palestinienne, enfermé depuis 40 ans dans les prisons de l'État français et le plus vieux prisonnier d'Europe. J'en profite pour inviter largement... et inviter largement à la manifestation nationale qui se tiendra le 21 octobre à Lannemezan pour exiger sa libération immédiate et celle de tous les prisonniers politiques. Je pense aussi à nos frères nord-américains et à la mobilisation et l'émergence de la génération U, celle d'une jeunesse politisée contre les oppressions qui se mobilise pour les salaires et pour le droit à s'organiser syndicalement dans les entreprises type Starbucks ou encore Amazon, etc., mais y compris dans l'actuelle vague de grève pour les salaires dans le secteur automobile qui a été évoqué tout à l'heure. On est la génération que le gouvernement veut sacrifier, mais aussi la génération qui refuse la docilité, la génération insubordonnée. Et c'est ce dont Macron et son monde ont peur. C'est la raison pour laquelle cette jeunesse, elle se politise sur toutes ces questions, qu'elle se mobilise pour le climat, mais aussi et surtout contre la barbarie du système capitaliste. Cet été, les pires phénomènes climatiques jamais enregistrés par les scientifiques se sont combinés. On ne peut pas en faire un état des lieux exhaustif ici, mais pensons aux personnes touchées par les incendies ravageurs en Grèce, en Algérie, à Hawaï, aux familles qui ont perdu leur maison suite aux inondations, en Italie ou plus récemment en Libye, ou encore les populations qui, en Éthiopie, au Kenya ou en Somalie, subissent les conséquences dévastatrices de la sécheresse. Ce n'est pas vrai que l'urgence climatique impacte tout le monde de la même manière. Selon les tendances actuelles, les pays les plus touchés en termes de population exposée à des chaleurs extrêmes à l'horizon de 2070 sont l'Inde, le Nigeria, l'Indonésie, les Philippines, le Pakistan, le Soudan ou encore le Niger. Une liste qui en réalité elle montre la nature profondément impérialiste de l'urgence de la crise climatique et qui impacte en premier lieu les populations des pays dominés. La bourgeoisie, elle se prépare pour refouler les millions de personnes qui fuient déjà ces catastrophes climatiques, notamment en militarisant les frontières, comme avec les barbelés. Face à cette situation, où les gains capitalistes se font au détriment de la planète, et face à la contestation de plus en plus grande de projets comme les méga-bassines à Sainte-Soline, l'État réprime brutalement et criminalise le mouvement écologique. Hommage à Serge, qui garde d'ailleurs de graves séquelles. Cette barbarie, nous pensons qu'il y a urgence à porter une écologie anticapitaliste, mais aussi profondément anti-impérialiste et internationaliste. Il y a urgence à rompre le modèle de production basé sur la quête de profit de quelques-uns, et il faut se battre pour un modèle de société dirigé par celles et ceux qui la font vraiment tourner, c'est-à-dire les travailleurs et les travailleuses. Une société de producteurs et consommateurs libres et associés. Nous, on veut construire les bases d'un type de système où les ouvriers produisent pour la majorité de la société, où l'exploitation des ressources est rationalisée et où l'opulence de quelques-uns fait place à l'abondance pour tous.
Face au patronat qui nous asperge de greenwashing pour masquer sa politique antisociale, nous devons nous organiser aux côtés des travailleurs, comme l'a montré l'exemple de la grève de la raffinerie de Grand Puy qui s'est liée avec le mouvement écolo contre Total qui voulait supprimer des centaines de postes. Contrairement à ceux qui revendiquent la présence de la France sur les 5 continents, la France d'outre-mer, et qui s'émeuvent quand les peuples maliens et nigériens s'attaquent à l'ambassade de France, en étant fiers de la francophonie de l'Algérie en Afrique, nous, on pense que ce combat, aujourd'hui, c'est se battre contre la France-Afrique, c'est se battre pour l'ouverture des frontières et le départ des multinationales de toutes les anciennes colonies comme Total. Face à la barbarie du système capitaliste, avec les révolutionnaires, on pense qu'on ne peut pas attendre 4 ans pour mettre un bulletin dans l'urne et espérer de la gauche qu'elle nous aide à vivre mieux sous le capitalisme. Pour nous, le rôle de la jeunesse n'a jamais été celui de nourrir une machine électorale qui a pour référence cette gauche dans l'État espagnol ou en Grèce, qui a démontré à chaque fois que le réformisme n'est rien d'autre qu'une utopie qui nous condamne à la trahison, à la démobilisation et au désespoir. À rebours de ces logiques électoralistes, nous revendiquons d'être la jeunesse qui est allée aux côtés des énergéticiens, comme à Bordeaux, où on a milité ensemble dans un comité du réseau pour la grève générale, en menant des actions conjointes, comme celle d'avril dernier, lors de l'action du péage gratuit, où il y a plus de 150 personnes qui ont été mobilisées. Nous, on veut mettre toute notre énergie à exploiter toutes les potentialités qui se sont exprimées cette dernière année, et que dans les mois qui viennent, on puisse être à la hauteur de la jeunesse qui, au Chili, a fait face à un système hérité de la dictature de Pinochet, à la hauteur de la jeunesse états-unienne qui est en train de se syndiquer par milliers pour devenir le pire cauchemar des multinationales, ou encore celle en Palestine qui s'en prend quotidiennement à l'occupant israélien. Mais pour cela, les jeunes doivent s'organiser dans un parti, préparer consciemment la suite en militant au quotidien pour éviter de tomber éternellement dans les mêmes pièges qui nous sont tendus par la bourgeoisie. Je vous invite à vous engager à nos côtés pour construire une jeunesse communiste révolutionnaire qui ne s'engage pas pour gagner le droit de recommencer, mais pour se donner les moyens de vivre les matins triomphants et où la liberté de quelques-uns fait enfin place à la liberté de tous. Et à tous ces bourgeois qui nous font croire que militer pour la révolution, c'était la promesse d'une vie aliénante au service d'un projet irréalisable, je veux vous rassurer que, du haut de mes 5 années de militantisme, dans un monde fait de misère et de souffrance, militer c'est la plus belle manière de donner du sens à sa vie en faisant en sorte que celle de toutes et tous vaille la peine d'être vécue. Bon les amis, on va conclure après toutes ces interventions. Donc pour la conclusion, moi la conclusion des intros et des débats qui ont été fort enrichis de tout ce qui a été dit, que ce soit de la jeunesse jusqu'aux travailleurs et la répression, moi je voudrais m'arrêter sur les possibilités que la période et la manière dans laquelle on doit les appréhender en tant que nous révolutionnaires. Nous faisons partie de ceux qui refusent de dire que les mouvements contre la réforme des retraites étaient condamnés à perdre par avance, que l'atomisation de la classe ouvrière, sa précarité structurelle ou encore les conséquences subjectives des offensives néolibérales sont des obstacles indépassables qui nous ont obligés en fait à ne pas pouvoir espérer que le moindre mal. C'est justement cette logique, cet état d'esprit que nous refusons, qui a mené le mouvement contre la réforme des retraites à une défaite revendicative. L'intersyndicale a permis le nombre, oui, mais par sa politique, entre journée isolée de pression et refus d'élargissement du mouvement à des revendications plus offensives, ce nombre est resté impuissant. Nous, on pense au contraire que la victoire était possible, mais que celle-ci n'arrive pas spontanément, que c'était une tâche politique, stratégique, à laquelle on doit s'atteler. Si nous sommes dans une période marquée par un durcissement des conditions de vie pour la majorité de la population, elle promet tout autant l'émergence de nouveaux mouvements qui peuvent être en capacité de renverser ce gouvernement, ce système et nous libérer de l'exploitation et des oppressions. Il faut voir aussi aujourd'hui à quel point la classe dominante est effrayée par les conséquences sociales de la crise économique actuelle. Ce dimanche, le grand patron de la distribution, Michel-Édouard Leclerc, confiait au JDD extrême droitisé cette hantise, que la hausse des prix ouvre la voie à de nouvelles révoltes populaires.
Eh bien, nous, on se laisse croire que, allons-y, nous sommes d'accord avec lui, maintenant préparons-nous à cette révolte pour lui donner les moyens de gagner, qu'à l'arrache des revendications qui améliorent immédiatement les conditions de vie des travailleurs et travailleuses et de la jeunesse, mettent fin au profit inhumain de la classe dominante et détruisent les pavés de la guerre que prépare le capitalisme. Les offensives de Macron ne doivent pas nous faire oublier aussi qu'il est toujours très affaibli dans un contexte où la crise sociale pourrait rapidement reprendre ses droits. Des brèches importantes existent pour le mouvement de masse, mais elles souffrent encore de la politique conciliatrice des directions du mouvement ouvrier qui préfèrent le dialogue social et refusent de prendre notre revanche contre Macron. Plus que jamais, il faut défendre la perspective d'un mouvement d'ensemble offensif qui articule la riposte aux offensives autoritaires et racistes du gouvernement, aux revendications sociales et économiques, mais aussi qui riposte contre leur guerre et les interventions militaires des grandes puissances, entre autres responsables des drames en Méditerranée, devenus un cimetière aux portes de l'Europe pour des dizaines de milliers de migrants. Je finirai aussi seulement en disant qu'on considère que la période dans laquelle nous sommes rend plus fort, jamais nécessaire un parti révolutionnaire et que l'accélération de la lutte de classe en France ces dernières années ouvre la possibilité que cette construction ne soit pas linéaire, mais se fasse bien plus par de grands sauts. Nous pensons possible qu'une organisation révolutionnaire réussisse avec une bonne politique à organiser des centaines, voire des milliers de travailleurs et travailleuses et de la jeunesse rapidement, c'est même une nécessité. Cette organisation révolutionnaire, communiste et internationaliste ne pourra qu'émerger sur la base de leçons des luttes récentes et en préparant les prochaines batailles de la classe à venir. C'est pour toutes ces raisons qu'on se félicite de ce meeting aujourd'hui unitaire avec nos camarades du NPA qui permet d'exposer à plus large échelle la position des révolutionnaires et nous espérons que cette expérience commune en appellera d'autres sur le terrain de nos interventions. Juste pour finir, j'ai deux, trois petits mots à rajouter que je n'avais pas mis dans mon discours. Il y a une pétition que vous avez pu voir, donc on a parlé de Chenaya contre son expulsion, donc du coup on vous invite à la signer, à la partager massivement. Donc normalement vous avez tous sur les sièges apparemment des petits scans QR code. Et il y a aussi un autre aussi sur, en fait, nous au niveau, moi je suis en fait la secrétaire générale de la CGT Blanchisserie et on a eu aussi une expulsion de notre local, on doit partir de notre local, donc du coup c'est la même chose, je vous invite à la signer et à la partager pour que ça fasse massivement le nombre de personnes qui puissent signer. Et du coup, il y a aussi une autre information qu'on a obligé de rajouter, mais on a un camarade de la CGT de la raffinerie de Normandie qui a été victime en fait de répression parce qu'il a été un des leaders et un des meneurs de la grève sur la raffinerie de Grand Puy, Alexis, qui est le secrétaire général de son syndicat, et il a été en fait menacé d'avoir des sanctions disciplinaires par rapport avec son patron. Et comme quoi la grève elle paye, la lutte paye, ça veut dire que ses collègues, 70% de ses collègues se sont mis en grève contre les sanctions disciplinaires d'Alexis. Et 3 heures après, en fait, le patron, le siège de Total a appelé le patron en disant écoute, arrête, nous on veut pas de problème en fait avec les raffineurs, on en a eu assez. Et donc ils ont enlevé la menace de sanctions. Et comme quoi en fait, la lutte elle paye et ça payera toujours. Et on vous invite aussi, on l'a pas dit, mais Révolution Permanente va tenir une assemblée générale ouverte début novembre. Donc il y a une table pour inscrire, enfin si vous voulez inscrire, pour qu'on ait les coordonnées de certains qui veulent venir, comme ça on peut vous dire les dates sur l'assemblée générale qu'on tiendra début novembre. On n'a pas encore la date ni le lieu, mais tous ceux qui sont intéressés, qui souhaitent militer et rejoindre en fait l'assemblée générale, on vous invite à inscrire vos coordonnées. On n'avait pas forcément calé, alors je vais continuer comme ça les annonces, parce qu'on pensait les faire plutôt à la fin, mais comme ça sera fait, puisqu'il y a plusieurs rendez-vous, en plus de ce qu'a dit Marie-Laure. Le 6 octobre, donc il y a, ici, dans la même salle ici, il y aura une réunion publique avec Salah Al-Mouri, qui est un avocat et militant palestinien. Le 13 octobre, il y a la manifestation
intersyndicale, où il y aura bien évidemment les révolutionnaires pour y porter autre chose. C'est pas tout à fait au même niveau que les autres, mais bon voilà, ça existe. Ça sera à 12h30, place de la République. Et le 14 octobre, vous avez peut-être vu, l'UNPA tient sa fête annuelle et ça sera un moment pour continuer ce débat, mais qui n'est pas fini puisqu'on va le mener maintenant. Mais ça sera un rendez-vous aussi à la salle Sonté de 14h à 22h. Voilà, et donc là, place au débat de la salle. Nous avons jusqu'à 22h15, dernière limite. Donc, on invite les camarades à faire des interventions les plus courtes possibles. Voilà, et en sachant qu'à 22h15, on proposera des camarades d'en poser une photo, mais quand on fera après le débat, puisqu'il faut quand même mener le débat pour que tous ceux qui veulent parler dans la salle.